Laura Dern. Laura Dern. No, yes. Oui, merci, s'il vous plaît. My French teacher is here. My daughters. Laura Dern. I'm honored to be here. Thank you so much. C'est un honneur d'être ici. Merci beaucoup. Laura Dern, c'est un honneur pour nous aussi. C'est aussi une joie parce que beaucoup de spectateurs, de spectatrices, de cinéphiles, bien sûr, vous ont, en France aussi, découvert grâce au film de David Lynch, bien sûr. Et c'est naturellement par ces films-là que nous avons commencé aujourd'hui. C'est aussi parce que les spectateurs de cette salle viennent de voir Sailor et Lula, donc Wild at Heart, que je voudrais vous poser une première question. David Lynch a toujours dit que dès qu'il a lu le roman de Barry Gifford, qui donne Wild at Heart, il a immédiatement pensé à vous. Et vous aviez à ce moment-là 22, 23 ans. Auparavant, quelques années auparavant, pour Blue Velvet, il vous a donné le rôle sans audition. Rétrospectivement, à votre avis, qu'est-ce qu'il a vu en vous à ce moment-là, au milieu des années 80, au début des années 90? Qu'est-ce qu'il a su voir en vous avant les autres? I think perhaps it's more a comment on David as a visionary than on me at that age. And I say this, you know, we've had few filmmakers, and actors have few filmmakers in their life that offer the opportunity to have such faith that they see every woman in you. They see all that is human, broken, evil, sexual, vulnerable, innocent. They see it all in you, that possibility. And from that faith, he discovered it in me through the many characters I've played for him. So maybe he's taught me more about what it is to be a human and a female through his vision than I even had. But I moved toward it to discover these parts of myself. Sorry. I'll talk less. Alors peut-être que finalement ça dit plus de choses sur David Lynch en tant que visionnaire que sur moi à cet âge-là, parce que dans une carrière d'acteur, il y a vraiment très peu de cinéastes qui nous donnent l'occasion, qui ont cette foi en un acteur ou une actrice, qui leur permettent de voir toutes les femmes qui sont en elles, dans mon cas, toutes les facettes et toute l'humanité qu'il y a dans ces acteurs. Et donc, moi, il m'a aidé à découvrir aussi des choses de moi. Il m'a plus appris que moi, je lui ai appris. Et donc, j'ai découvert au fur et à mesure, j'ai exploré au fur et à mesure aussi des choses en travaillant avec lui au fil des films. Quand vous avez lu pour la première fois le scénario de Wild at Heart, qu'est-ce que vous avez pensé de Lula? Et est-ce que vous vous êtes demandé comment la jouer? Quelle était votre réponse à ça? Very much so. I had played almost an iconic innocent girl character in Blue Velvet. Because for David, it was the light and the dark, the light and the shadow in that film. And for my character, Sandy, and Dorothy, Isabella Rossellini's character, I think we played two sides of a female, in a way. So that he saw me so clearly,
in the part of Lula was incredible and a challenge. And he is so specific in his direction. On the first day, he said, you know, Lula, bubblegum and mystery. And I said, oh, okay, I got it. Because the language of David is, it's a dream, but it also helps you find your way to it very specifically. And then he said, but the only person I can see play your mother is your mother, Diane Ladd, my real mother, who is incredible. Luckily, I did not think of her first when I read the script. Oui, bien sûr, je me suis demandé comment on l'incarnait, hein, ce personnage, parce que j'avais joué vraiment un personnage qui incarnait tellement l'ingénu par excellence dans Blue Velvet. C'était vraiment un film sur l'ombre et la lumière. Mon personnage, Sandy, jouait le côté lumineux, et pendant que le personnage d'Isabella Rossellini, Dorothy, jouait voilà, l'ombre. C'était les deux faces d'une même femme. Et donc, il est vu aussi clairement en moi que je pouvais aussi être Lula. J'ai trouvé ça extraordinaire, et ça a été aussi un très grand défi, mais il est tellement précis dans sa direction d'acteur. Il m'a dit, voilà, avec ses mots à lui, tu sais, voilà, Lula, c'est chewing-gum et mystère. Et donc voilà, David parle un peu comme dans un rêve, mais en même temps, il permet d'aller vraiment à l'essence du personnage. Et puis d'un seul coup, il m'a dit aussi, la seule actrice que je vois pour jouer le personnage de ta mère, c'est ta vraie mère, Diane Ladd. Et finalement, heureusement que moi, en lisant le scénario, je n'avais pas imaginé que c'est ça qui se passerait. Et d'ailleurs, Laura Dern, c'est drôle parce que, effectivement, dans Blue Velvet, le premier plan où on vous voit, vous sortez de la nuit, vous sortez de l'ombre. On entend d'abord votre voix qui dit c'est toi qui as retrouvé l'oreille, et vraiment vous sortez des ténèbres. Et en même temps, vous êtes ce qu'on appelle aux États-Unis The Girl Next Door, mais The Girl Next Door dans Blue Velvet. Alors la Girl Next Door avec sa mère, j'ai retrouvé une interview où il y a un journaliste français qui demande à David Lynch comment ça s'est passé avec elles deux, la fille et la mère. Et il répond, cela s'est très bien passé, Laura Dern est dingue à sa façon, mais elle sait que sa mère l'est aussi. Well, this says it all. But David finds it in you and pushes you to these places. Me, my mother, Nicholas, Kyle. It is what's so magical about David. And I will only add, it's so funny that this first image coming out of the darkness is so memorable for me in film and in the doing of it as a 16, 17-year-old. But I didn't realize till later when we did the final season or the revisiting of Twin Peaks that we repeated the shot where I'm in the dark and I came into the light toward Kyle as different characters now. But I loved that David even gave us an opportunity to repeat a historic moment together in our lives. Oui, tout est dit, hein, effectivement. David Lynch voit vraiment en nous des choses et il les fait sortir de nous. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est drôle, c'est que ce premier plan, il est très mémorable. Et moi, je me souviens très bien de ce premier plan également, même si j'avais que 16 ou 17 ans. Mais je n'ai pas tout de suite compris que quand on a tourné la dernière saison de Twin Peaks, il a reproduit ce plan. Et j'adore qu'il nous ait donné l'occasion de reproduire ce moment historique. Oui, parce que la dernière saison de Twin Peaks, le personnage de l'univers de David Lynch qui n'était pas incarné, dont on ne connaissait rien, Diane, tout d'un coup, c'est vous qui l'avez incarné. C'est-à-dire que là, il y avait quand même la difficulté, tout d'un coup, de donner une enveloppe corporelle à un personnage que les fans de la série connaissaient depuis 25 ans, mais sans jamais l'avoir vu. I love the idea for David that the character in the original Twin Peaks, who was always whispering in the ear of Agent Cooper, would be me.
And very sweetly, he said, because you're always whispering in my ear. They just hadn't seen you yet, which I loved. But I remember when he asked me to do it, I said, we have to come up with, and he's so specific. He's so specific that he created and mixed together the lip color for the character. It's too yellow, it's too white, it's too, everything, it was so specific to him. But my favorite moment was, I had not read the part, and I said, what do I need to know? And he said, all you need to know is you're going to say, fuck you, at least 1,000 times. And it was, I think, about 1,000 times. It is line. It's almost all I say in the entire season. Oui, alors j'adore l'idée que ce personnage qui murmure pendant aussi longtemps à l'oreille de Dale Cooper, finalement, quand il m'a proposé le rôle, il m'a dit « mais c'est parce que toi, tu me murmures tout le temps à l'oreille et les gens ne t'ont pas encore vu, ne le savent pas encore ». Et donc, il est tellement précis qu'il a par exemple créé et mélangé lui-même la couleur du rouge à lèvres de ce personnage. Et alors que je n'avais pas encore lu du tout ce qui allait se passer pour ce personnage, je n'avais pas lu le script, je lui ai demandé ce que je devais savoir, et il m'a dit « tu dois juste savoir que tu vas dire fuck you à peu près 1000 fois ». Pendant cette saison. Et c'était le cas. Et une autre question qui est vraiment en rapport avec celle-là, je me suis toujours posé la question pour Inland Empire. Pour moi, en tant que spectateur, ne pas tout comprendre au film, au fond, ça me va très bien. Ce n'est pas un problème. Mais quand on est comédienne, pour pouvoir jouer, surtout un projet aussi expérimental, avec une aussi petite équipe, vous aviez forcément besoin de saisir ce qui se passait, disons, dans les différentes incarnations de votre personnage. Est-ce qu'il vous en disait assez pour que vous puissiez interpréter? Est-ce qu'il vous donnait assez de matériel? Well, David will always give enough material, even if it means none. Alors David donne toujours assez de matière, même si ça veut dire n'en donner pas du tout. And in this case, there was none. Dans ce cas-là, il en a effectivement pas donné. We made the movie for over 3 years. I was with my new baby, my son, when we started. I went through my entire pregnancy with my baby who is here tonight, and she was born when we were finishing. So it was an amazing journey. I am prejudiced, but I think anyone who loves film, who wants to make film, Inland Empire is made for you. Because David was tired of the business of movies, and he said to me, any 16-year-old in a small town should be able to take their parents, their grandparents' Sony camcorder and go make a movie, and then eventually their iPhone. They should not have to wait for a company to give them money. So he made it with his own money and continued to experiment and to push himself. With the crudest camera, the sound was the microphone on the camcorder, and he experimented a great deal, even with transferring very crude digital to film. And I think the new transfer is coming out, am I right here? I think in the next few weeks, thanks to Criterion. And it's quite beautiful. Its crudeness is its beauty. But in answer to your question about the role, we started with scenes, different moments, different feelings, different characters. We started with a 70-minute monologue of a woman, and from there we built other stories, or David built other stories. And at one point I said, I'm sorry, how many people am I playing in this movie? And he said, right now, 4. And then my other favorite memory,
I was standing outside a club with a stripper doing an amazing burlesque pole dance. It was empty. There was a camera inside. I was standing outside in clothes from a thrift shop. No makeup, very beat up. And he came up to me and he put a screwdriver in my hand. And he said, okay, the camera's ready. Just go and make sure you find a seat in the front and watch her. And I said, okay. I just have one question. Why do I have a screwdriver? And he said, stop asking so many questions. So the entire movie was like this. I think we should applaud for her in 15 minutes. Donc c'est un film qui a été tourné sur une période de 3 ans, hein, donc voilà, mon fils bébé, et ensuite j'ai eu une deuxième grossesse, et ma fille qui est ici est née à la fin du tournage. Et bon, je suis sans doute de parti pris, mais je crois que pour quelqu'un qui aime les films et qui aime faire des films, je pense que Inland Empire est vraiment fait pour eux. C'était une période où David Lynch était assez lassé de l'industrie du cinéma, et il aimait l'idée, il m'a dit, je veux que n'importe qui puisse prendre un petit caméscope, ou aujourd'hui un iPhone, et aller faire un film sans avoir à attendre qu'une société finance son film. C'est pour ça qu'il a beaucoup expérimenté et qu'il y a cette image comme ça assez brute, et ensuite cette image numérique elle a été transférée sur pellicule, mais le rendu comme ça très brut est très très beau. Et donc on a commencé par un petit peu essayer des choses, on a tourné différentes scènes, différents moments, et on est parti d'un monologue de 70 minutes, et ensuite voilà, des histoires se sont construites à partir de là. À un moment je lui ai quand même demandé mais combien de personnes exactement je joue. Il m'a dit bah pour l'instant 4. Voilà, et je me souviens d'une scène aussi où j'étais donc devant une boîte de striptease et il y avait donc une stripteaseuse à l'intérieur, la boîte était vide mais une stripteaseuse faisait un numéro de burlesque à l'intérieur. Moi j'étais à l'extérieur, un peu en fripe, sans maquillage, et j'avais et il est arrivé, il m'a mis un tournevis dans la main, il m'a dit vas-y c'est bon, on est prêt, va à l'intérieur, assieds-toi et regarde son show. Et j'ai dit mais pourquoi j'ai un tournevis dans la main? Il a dit arrête de poser autant de questions. Et en fait tout le film a été comme ça, tout le tournage a été comme ça. Peut-être encore une question à propos de David Lynch. C'est très difficile en France de ne pas vous poser de questions. Enfin, voilà. Mais encore une question. On a parlé de l'expérience extrême qui a été Inland Empire, mais sur le tournage de Sailor et Lula, le tournage a été précédé par 2 à 3 semaines de répétition. Et Lynch dit que ce moment de répétition est un moment aussi où le scénario bouge, de nouvelles répliques s'écrivent, et les acteurs peuvent faire preuve d'invention. Par exemple, Nicolas Cage a amené la fameuse veste en peau de serpent, et elle a tellement plu à David Lynch qu'il l'a intégrée au film. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de cette période-là de créativité pour, je dirais, Lynch et les acteurs, qui a précédé le tournage? Et est-ce que, par exemple, c'est le moment où vous avez travaillé la question de votre diction dans le film? Dans Wild at Heart, vous avez une diction un peu traînante, très particulière. Est-ce que c'est là que ça s'élabore? David invited Nicolas Cage and I to dinner as we began rehearsal at a restaurant in Los Angeles for us to begin the connection and to find Sailor and Lula. Within about 15 minutes, next door, there was a building next door and it burnt to the ground. And David said, this was our chemistry. Caused this. Everyone was safe, but the building did not do so well. But it was like the fire began, which David started, of finding their love, their connection, and I think it was very specific to David, that it was like wild passion and love and sexuality, but also so innocent. You know, Wizard of Oz being a huge influence on the film, and David's love of the innocent in a way, and broken innocent because of all the sickness around. And that rehearsal process,
I think was incredible, allowing us to find together not just individual characters, but the character as one story. Like of any movie I've ever done, I feel like we were playing one organism, Sailor and Lula. And yes, the Southern dialect and the energy and the amazing Patricia Norris, who production designed as well as costume designed, finding lingerie as my, outerwear, which was amazing. So all of it came to be, I think, in those 2 weeks, and I think transformed both of us. Alors, David Lynch nous a invités à dîner un soir dans un restaurant à Los Angeles, un peu pour que Nicolas Cage et moi, on puisse commencer à interagir et à trouver c'est Laura et Lula d'une certaine manière. Et au bout d'un quart d'heure, le bâtiment à côté du restaurant a brûlé. Et donc David a dit que c'était à cause de notre alchimie que tout avait brûlé. Et c'est là que le feu, on a commencé à trouver, ce lien, cet amour entre les deux personnages, cette passion, c'est évidemment très sensuel, très sexuel, mais aussi avec une notion d'innocence, avec toutes les références évidemment au magicien d'Oz. Et David aime passionnément ces histoires d'innocence brisée. Et ces semaines de répétition nous ont permis de trouver ensemble, Nicolas Cage et moi, on était deux personnages, mais c'était pas l'idée que chacun trouve son personnage, c'était qu'on trouve vraiment à faire corps ensemble. J'ai trouvé aussi cet accent un peu traînant du sud, cette énergie, et aussi grâce à Patricia Norris qui a fait les décors et les costumes. Alors pour trouver un peu mon style, cette façon de porter de la lingerie pour sortir par exemple. Et donc tout est né de là et tout s'est transformé à partir de là, à partir de ces semaines de répétition. À propos justement du travail de l'acteur et des répétitions, il y a une femme qui a été très importante dans votre parcours. C'est quelqu'un qui est, pour ainsi dire, pas connu en France, mais qui, je crois, est connu aux États-Unis. Elle s'appelle Sandra Sikat. Et Sandra Sikat, c'est une actrice de théâtre, une enseignante, mais aussi on pourrait dire le Lee Strasberg de Treat Williams, de Mickey Rourke ou de vous-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de Sandra Sikat, parce qu'elle est intervenue dans votre travail d'actrice dès le milieu des années 80, jusqu'à très récemment. Qu'est-ce que c'était sa particularité, peut-être sa méthode à elle, ou disons ses techniques? Thank you for including her. She was my maestra. And it's because Sandra, who passed away very recently, gave the gift of the point of view, like Carl Jung did, of the artist as the wounded healer. She was very interested in the healing opportunity of art as a space for us to acknowledge our humanity and our flaws as their own beauty, our imperfections as the place to connect with compassion for each other. And she believed in acting as such an honored gift to get to be an actor or a storyteller in any way. And I met her on Blue Velvet. She was coaching Isabella Rossellini. She had worked with Treat when I did Smooth Talk, so I've been hearing about her so much. And I've worked with her since Blue Velvet. But after Smooth Talk, which we saw a couple of scenes of, which is such a beautiful tribute to watch, thank you so much. I remember being 15 and being in pain, being an actor. And I thought, my parents are crazy. This is not fun. I'm crying all the time. The character's in trauma. Why am I doing this? And Sandra changed all that. I found my way in with respect to the gift of reflecting human experience within myself and to each other as its own church storytelling.
And so I feel forever blessed because I love being an actor and I love movies. Don't you love cinema? It's incredible. It's the greatest gift. So she, as movies did, she also gave me that, you know, from the inside. I'm forever grateful to her. Alors merci de parler d'elle, effectivement c'est un peu ma maestra, je pourrais dire. Elle est décédée très récemment et elle donnait en fait le don du point de vue de l'artiste comme Carl Jung le faisait, l'artiste comme guérisseur. Et vraiment elle croyait beaucoup à l'art comme un processus de guérison pour permettre de voir l'humanité et de voir nos faiblesses comme vraiment une façon de créer du lien entre les êtres humains et comme une certaine beauté également. Et elle croyait vraiment que l'acteur était aussi un conteur. Et je l'ai rencontrée sur Blue Velvet, elle coachait Isabella Rossellini à ce moment-là, et ensuite j'avais entendu parler d'elle et aussi sur Smooth Talk avec Treat Williams. Et moi, je me souviens d'avoir été une jeune comédienne un peu en souffrance, et je me disais, mes parents sont fous de faire ce métier, vraiment, c'est pas du tout amusant de jouer. Et grâce à elle, j'ai trouvé ma voie pour justement jouer des personnages, et en les aimant et en respectant tout ce qu'il y avait derrière. Et je trouve que c'était vraiment une bénédiction, parce que j'aime jouer, et je suis contente d'avoir continué à faire ce métier, j'aime les films, et il n'y a pas plus beau cadeau finalement. Et vous aimez faire des films très différents. Quand même, en travaillant un peu avec Bernard pour vous rendre cet hommage pendant cette journée, on s'est dit, mais quand même, entre Inland Empire, pour prendre des extrêmes, et Jurassic Park, et on peut aimer les deux, il n'y a pas de problème, mais il y a un monde, et il y a même des mondes, et on a l'impression que c'est très important pour vous de pouvoir aller partout. Dans tous les cinémas, chez tous les cinéastes, de pouvoir jouer dans une franchise mondiale et aussi dans un film expérimental. D'aller jouer une avocate, on a vu un extrait par exemple dans Marriage Story de Noah Baumbach, et à côté de ça, de jouer un amiral de la flotte dans la guerre des étoiles. Et à chaque fois, ça fait quand même de très grands écarts. Est-ce que c'est ça aussi que vous recherchez de façon consciente et volontaire ? When I was 6 years old, my summer was spent, my mother was making the film Alice Doesn't Live Here Anymore with Martin Scorsese, and my father was making the film Family Plot with Alfred Hitchcock. And I was this big, and I went between the film sets to watch. And I saw the relationship between a filmmaker and an actor. And that's what I fell in love with. I watched my father working with Hal Ashby very close to the same time on Coming Home, and I fell in love. This hide-and-seek game or mission to find truth was so beautiful. So my whole life, and only because I'm very lucky when I've been blessed to have such great filmmakers want to work with me, but the blessing is the filmmaker as the common denominator. So I just follow the storyteller. Steven Spielberg, Noah Baumbach, Peter Bogdanovich, David Lynch, all so different, all so unique. Now Florian Zeller, different storytellers, but masters in their own way. Kelly Reichardt, they have a vision. And that's what's so beautiful. You enter, the world of Princess Leia, or you enter the world of Sailor and Lula, but you're with these guys who have such a unique and profound vision. So this is the good fortune. Je me souviens qu'à 6 ans, j'ai passé un été entre deux plateaux de tournage, celui donc, sur lequel était ma mère, dans Alice n'habite plus ici, et parallèlement mon père qui jouait dans le complot familial de Hitchcock. Et donc je passais mon temps entre les deux tournages, et ce que j'ai vu de la relation entre un réalisateur et un acteur, j'ai trouvé ça extraordinaire, et c'est de ça que je suis tombée amoureuse. Et cette espèce de jeu de cache-cache à la recherche de la vérité, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Et toute ma vie, parce que j'ai eu la chance que des réalisateurs veuillent travailler avec moi, j'ai aimé donc suivre ces conteurs qui ont tous
des histoires différentes à raconter, qui sont tous différents, qui sont tous uniques et qui sont des maîtres dans ce qu'ils font. Et donc cette vision qu'ils ont, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir entrer dans l'univers voilà, de la princesse Léa, puis de Sailor et Lula, en étant guidé par ces personnes. Toujours sur la question du grand écart. Parce qu'effectivement, c'est une dimension de votre carrière absolument flagrante, cette faculté à passer d'un cinéma indépendant à un cinéma de blockbusters et vice-versa. Mais une de vos caractéristiques, je trouve, de votre jeu d'actrice, c'est que vous avez un jeu très physique, très expressif. Vous jouez beaucoup de votre visage et de sa... mais jusqu'au cri parfois, jusqu'à la défiguration, ce qui est osé à Hollywood, parce que quand on vous voit dans Inland Empire ou dans Big Little Lies par exemple, vous piquez des colères incroyables. Et je me disais d'abord, cette plasticité qui est la vôtre, ça c'est une marque d'actrice, c'est presque une signature. Et je me disais, mais alors quand elle va jouer Certain Women avec Kelly Reichardt, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire c'est la soustraction qui est demandée, la retenue, l'implicite. Est-ce que pour vous un tournage comme Certain Women, c'est finalement reposant? Ou au contraire, c'est presque quelque chose de très difficile, d'en faire beaucoup moins? What if I said my choices were all manipulative only to get a beauty campaign? David certainly has pushed his requirement of, me hurling myself into characters. But it's all an equal challenge, right? The restraint has to come from the inside. So even if Kelly looks for this, or Florian was a great master, genius guide at helping me understand that in the film The Son, this woman, this mother in pain, has all of the desperation and heartbreak and rage that we would see maybe in other characters I've played, but she cannot show it because she needs this man, played so brilliantly by Hugh Jackman, her ex-husband, to be her co-parent, to protect their son. So sometimes the restraint is deeply embedded in the character's need, and sometimes the style of the filmmaker, but all of it a great teacher to me as an actor. Alors j'aurais pu dire que toutes ces expressions énormes et outrées que j'ai faites, c'était peut-être pour obtenir une campagne de pub, hein, on aurait pu dire ça. Mais David Lynch, c'est vrai, dans ma carrière, m'a poussé beaucoup à des extrêmes dans l'expressivité. Mais je dirais que tous les rôles sont des défis, évidemment, parce que la retenue, évidemment, elle doit venir, tout doit être intériorisé. Et Florian Zeller, notamment pour ça, a été un guide extraordinaire, parce que quand on veut comprendre le personnage dans The Son, de cette mère qui est en souffrance et qui a un énorme désespoir, même une colère, une rage, mais elle doit, que d'ailleurs d'autres personnages que j'ai incarnés donc exprimeraient beaucoup plus, mais elle doit en fait se retenir, elle ne peut pas exprimer tous ses sentiments parce qu'elle a besoin de la présence de son ex pour être le père et pour être présent comme père pour ce jeune garçon. Et donc voilà, c'est ça qui m'a toujours guidée, j'ai toujours beaucoup appris avec les réalisateurs. Est-ce qu'à un moment, avec ce tribute là, de quelques minutes, on vous a vu jeune femme et toute l'évolution de votre carrière, est-ce qu'à un moment, vous qui connaissez le métier par cœur, parce que vos enfants vos parents étaient acteurs, vous êtes une enfant de la balle, vous l'avez dit, vous étiez quand même sur le plateau du dernier film de Alfred Hitchcock, Complot de famille, vous jouiez un rôle de petite fille dans Alice n'est plus ici de Martin Scorsese, enfin vous êtes né dans le cinéma, c'est une histoire hollywoodienne de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut se dire, quand on connaît ce métier, qu'à un moment, quand même, ça y est, je suis là, les gens m'acceptent,
je fais partie du paysage, on a moins peur, on sait que les propositions vont arriver et que les choses vont pouvoir durer. Est-ce que c'est possible quand même à un moment, tout en sachant les vicissitudes du métier de comédien, de gagner un peu de sûreté et de confiance en soi là-dessus? Meryl Streep told me she's very afraid every time she begins again. So I think that says everything. But for me, I think I'm always longing. Not because I don't feel blessed and so lucky from all I've experienced, but because film and filmmakers are ever evolving. And so there's always a new teacher in the character, in the story, and in the filmmaker. So I'm always excited for the next adventure that I'm going to be taken on. And maybe daunted by the unknown. You know, but what's so beautiful is you find your family, like I did with David, like I did with people I haven't known, raised by an actress in childhood. My homework was Simone Signoret. My homework was watching our master artists. And they became like family members because they were such great teachers. But once I started working, I think I find that in the next person. As I feel with Florian, as I have felt in the last few years with the gift of Jean-Marc Vallée, who was an extraordinary filmmaker and teacher of character, you know, pushing me to places I hadn't gone. So it's what you hope to keep finding in your found family of art. Meryl Streep elle-même dit qu'elle a toujours peur à chaque fois qu'elle recommence, donc je pense que ça dit tout. Mais moi j'ai toujours l'impression d'être en recherche, d'être en attente, d'être à l'affût, non pas parce que je n'ai pas de reconnaissance pour tout ce que j'ai déjà vécu en tant qu'actrice, mais parce que les films et les réalisateurs évoluent sans cesse. Et j'ai toujours des choses à apprendre, et j'ai toujours à apprendre de beaucoup de personnes. Je suis toujours j'ai hâte d'attaquer la prochaine aventure, tout en ayant toujours un peu peur de l'inconnu, c'est normal. Mais je trouve que la beauté réside dans le fait voilà, quand on trouve sa famille de cinéma, comme je l'ai trouvé avec David Lynch, mais aussi avec des gens que je n'ai pas connus, parce que quand on est fille d'acteurs, eh bien moi, à la maison, mes devoirs, c'était de regarder des films avec Simone Signoret, donc ces gens qui se sont mis à m'habiter, ça c'est une chance inouïe, donc voilà, c'est devenu ma famille un petit peu, et j'ai beaucoup appris tout au long de ma carrière, et même dans les dernières années, de personnes comme Florian Zeller ou de Jean-Marc Vallée, qui était un cinéaste extraordinaire. On apprend toujours sur soi, et on espère continuer à évoluer et à se développer. Et juste pour poursuivre un instant sur la question de Frédéric, c'est-à-dire, vous avez commencé à travailler au milieu des années 80, aujourd'hui encore, télévision, cinéma, films indépendants, blockbusters. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez dire comment Hollywood, parce que vous êtes, disons, au cœur de la machine hollywoodienne, qu'est-ce qui, de votre point de vue, rétrospectivement, a le plus changé à Hollywood depuis les fameuses années 70 jusqu'à aujourd'hui? Quelle est pour vous l'évolution la plus flagrante ou spectaculaire, qui est peut-être une évolution négative ou positive, mais qu'est-ce qui à Hollywood est le plus changé? The positive? Both. Maybe the positive is access to money. That when we were all starting and falling in love with cinema, we had United Artists to give our favorite filmmakers the money to make their small independent movies. Or Roger Corman, right? You could learn through the gift of Roger, or if UA would support you like they did Hal Ashby and so many other great filmmakers, there was a home. The good news of this time is with streamers, many filmmakers who would not be able to make
their personal gifts, like Alfonso Cuarón with Roma, and other masters that we have to tell a deeply personal story. Thanks to Netflix, he can make that movie exactly as he chooses, right? So, or Guillermo with Pinocchio, which is a masterpiece. Like this, there are gifts. The challenge, I'm just hoping that 5 to 10-year-old children will be able to sit in a movie theater for longer than like 4.5 minutes like this to watch a movie. Because content is shrinking and our ability to focus is changing. Our brains are being changed. So we're gonna all have to work together to continue to expand our ability to focus with empathy and connection, and a want for this kind of church-like experience, to be together, to feel moved. So I pray for this. It's up to our future filmmakers. Alors le point positif dans les récentes années, c'est que voilà, à l'époque, on avait un accès à l'argent pour financer des films par United Artists qui donnait de l'argent pour des films indépendants, ou Roger Corman, on pouvait se tourner vers des personnes comme ça pour financer ce genre de film. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec le streaming, eh bien, beaucoup de cinéastes qui ne pourraient pas forcément financer un film très très personnel qu'ils ont, comme Alfonso Cuarón avec Roma ou Guillermo del Toro avec Pinocchio, voilà, ils vont réussir à avoir cette liberté totale pour faire un film. Maintenant, la difficulté de ça, c'est que j'espère que les enfants aujourd'hui, entre 5 et 10 ans, vont pouvoir rester assis plus de quelques minutes devant un écran, et de préférence un grand écran, parce que notre temps de concentration avec les contenus a tendance vraiment à se rétrécir, et ça va nous demander un effort collectif en tant que société pour justement continuer à développer cette capacité d'être ému devant un film. Je vous pose une dernière question, peut-être avant de donner la parole au public pour quelques questions. Vous avez mentionné Simone Signoret, mais je voulais savoir si dans le cinéma classique hollywoodien, dans l'histoire du cinéma hollywoodien, il y avait des actrices de l'âge d'or d'Hollywood qui vous ont inspiré et qui vous servent encore aujourd'hui, sinon de guide, du moins de, voilà, d'amis, de compagnonnes de route. Yes, and it's ever evolving, which is great. I'm always finding someone to newly inspire me, but I mean, my godmother is Shelley Winters, the actress, and you know, watching her work is ever inspiring. Betty Davis is ever inspiring. But you know, I watch Betty Davis and All About Eve, and then we watch Anne Baxter. And then this is a whole new, or Celeste Holm. And those actresses are teaching us something completely different with their specific gift. So with every gift of discovering a career, we find, or Claude Rains, you know, we're finding artists and performers who are giving us something just radically pure that's completely different than anybody else. You know, Peter Sellers. What? Charles Lawton. Are you kidding me? So I'm always becoming obsessed, and then, I was going to say, and then asking my daughter to watch the movies. But my daughter and an amazing director who's here tonight, Frédéric, are the ones telling me what movies to watch. So then I get re-inspired and then become obsessed with yet another filmmaker or actor or actress I haven't seen enough of. Alors oui, bien sûr, et c'est en constante évolution, c'est ça qui est bien, c'est que ça continue. Je découvre en permanence de nouvelles personnes qui vont m'inspirer. Ma marraine est Shelley Winters, et l'avoir travaillé, ça a toujours été une très grande source d'inspiration. Bette Davis, évidemment, de la voir dans Eve, et puis après je découvre Anne Baxter, Celeste Holm, donc des gens qui nous apprennent des choses extrêmement différentes. Et au fil des découvertes, voilà, on découvre chez une personne une certaine pureté dans sa radicalité. Et voilà, on pourrait continuer la liste longtemps, Peter Sellers, Charles Lawton. Et maintenant, c'est ma fille qui
me dit aussi un peu quelles personnes me fait faire des découvertes, et je continue donc à augmenter ma liste finalement. Est-ce qu'il y a quelques questions dans le public qui souhaiteraient... Il y en a, il semblerait qu'il y en a. Allez-y. Hello Laura, nice to meet you. I'm David, I'm right here. I was willing to thank you for being a part of one of the most important hours of television for LGBTQ people, which is the LN TV show, because you were the love interest on the very first coming out on the history of television, and this changed TV forever. So thank you for being a part of it, and can you tell us a few things about being part of this very specific hour of TV? Thank you again. Alors je voulais vous remercier d'avoir participé à sans doute l'heure de télévision qui a le plus un impact sur la cause LGBT, c'était dans le LN Show. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment de télévision? So for those who don't know, Ellen DeGeneres had her television show in which she came out, and I had the privilege of playing her love interest and her partner in this moment in television history, which was incredible. And it changed my life. As an actor, it was beautiful to support her in this moment. As a person, it was extraordinary, not just to witness the moment, but to be holding the hands and looking in the eyes of someone as an adult woman for the first time, saying I'm gay, and feeling her hands shaking and her palms sweating and her eyes tearing up as she took this moment in her life. And that it was filled with any fear broke my heart wide open, and her courage and my opportunity to witness that was life-changing. And I would pray I would never have to feel like that for anyone. I'm very honored to have been part of that, and thank you for mentioning. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas ce moment de télévision, donc Ellen DeGeneres, qui avait un talk show, a fait son coming out donc à la télévision. Une série. Pardon, dans une série, excusez-moi. J'ai joué donc la personne dont elle était amoureuse, et c'est un moment qui a changé ma vie en tant qu'actrice. C'était très beau de pouvoir de la soutenir dans ce moment-là. Et humainement, c'était extraordinaire d'être témoin, de voir dans les yeux une femme adulte qui pouvait enfin dire tout haut, voilà, je suis gay, et de sentir sa main trembler dans la mienne, et sentir sa peur, ça m'a brisé le cœur, et j'espère que justement on est au-delà de la peur maintenant, on est au-delà de ça, et ce courage qu'elle a exprimé en être témoin, c'était vraiment un moment formidable, et merci d'évoquer ce moment. Une autre question? Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voulais juste demander, vous êtes issu d'une famille d'actrices et d'acteurs. Si vos enfants décident de faire la même chose, vous allez dire formidable, c'est formidable, ou ça va vous inquiéter un petit peu? Both. I'm so excited for them to be passionate and love what they do. I think they're both storytellers already, with film, storytelling, film, theater, and music in both sides of their family. So I won't be surprised if that is what they choose. But they are deep and grounded people. And so I feel a lot of faith in their choices. Bien les deux. J'ai envie qu'ils aient des passions et qu'ils puissent justement en faire quelque chose dans la vie. Ce sont déjà tous les deux des conteurs, hein, en cinéma, en théâtre, en musique, parce qu'évidemment
il y a un bagage des deux côtés hein, pour chacun de leurs parents, et je ne serais pas étonnée si leur choix se portait sur un de ces arts, mais ce sont des personnes qui ont la tête sur les épaules, et donc j'ai toute confiance en leur choix. Their father is the music, not me. They got lucky with the music genes. Le gène musical par leur... I'm not going to sing a song. Don't worry. Je ne vais pas chanter, vous inquiétez pas. Et vos parents, ils étaient d'accord pour vous? If they were scared and somewhat dismissive, and I went behind them. But they were wonderfully generous. Alors ils avaient peur et ils ont un peu essayé de me décourager, mais en fait voilà, j'ai un peu contourné, je suis passée un petit peu au travers de leurs mailles pour le faire, mais finalement oui, ils ont été extrêmement généreux dans leur soutien. Qui a le micro? Allez-y, je ne sais pas où il est. Hello. I just wanted to acknowledge your sorry, I'm a bit sorry. I just wanted to talk about your part in Big Little Lies. It was mentioned earlier, and if you could maybe talk to us about your experience and your work with Jean-Marc Vallée. And I think it's one of the brightest piece of TV ever, and your performance was just mind-blowing, sorry, so yeah. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail sur la série Big Little Lies et avec aussi Jean-Marc Vallée? Je pense que c'est un des moments de télévision les plus brillants qui soient, et notamment votre prestation qui est exceptionnelle. I had the honor of working with Jean-Marc Vallée on the film Wild, an adaptation of Cheryl Strayed's novel, also with Reese Witherspoon, and so we worked together, and it was beautiful. And so right away, they were going to enter the world of Big Little Lies, and thank God he took me with him. And Jean-Marc expected only that I tried everything. My favorite example of Jean-Marc was he would have me improvise and do everything crazy you can't imagine. I mean, well, you can, because in the words of Jean-Marc, I came into the editing room after Wild, and at lunch, he would take the camera. And he would say, come on, put on a t-shirt, it'll be another scene, we just shoot scenes while everybody's having lunch, they won't even find us. Did you like my French, by the way? I speak amazing by doing impersonations of Jean-Marc and Florian. But I came to the editing room and he said, guess what? I used everything. And this is what he did on Big Little Lies. We just tried it all and he threw it in there. And it's so ferocious and such a blessing. So thank you for that. It's one of the great times ever with an amazing group of women and female characters. And yeah, hope we... Keep a maybe. I mean, I just love Renata. I would just go anywhere with her, which is so dangerous. I can't help myself. Oui, ça a été un honneur de travailler sur le film Wild. C'était donc ma première collaboration et aussi avec Reese Witherspoon. Et c'était une très belle expérience. Et tout de suite après, ils se sont embarqués dans l'aventure Big Little Lies et je suis ravie qu'ils m'aient embarqué avec eux. Et Jean-Marc Vallée, tout ce qu'il attendait de moi, c'était que je tente absolument tout. Il me faisait beaucoup improviser. Il voulait vraiment que je fasse tout ce qu'il y avait de plus fou. Et ce qui est incroyable, c'est que voilà, il me prenait, il m'embarquait d'un seul coup au déjeuner pour me faire tourner des scènes toute seule en disant vas-y viens, on va mettre un t-shirt, on va faire quelque chose ensemble, on va tenter un petit truc. Et ensuite en salle de montage, il m'a dit tu sais quoi, eh j'ai tout intégré, toutes les images, j'ai tout mis dedans. Donc vraiment, il y a ce résultat, cette férocité que j'aime énormément. Et donc travailler sur cette série, merci de l'évoquer aussi, hein, avec ce groupe formidable de femmes et de personnages, cette galerie de personnages. Et voilà, j'espère que... parce que j'aime Renata d'une façon presque un peu dangereuse, je la suivrai n'importe où. Là devant, je ne sais pas où vous êtes. Ah voilà, allez-y, oui. Allez-y.
Hi, I'm over here. Thank you so much for being with us tonight. I was a huge fan of your show Enlightened, which sadly didn't get picked up for a third season. I was wondering if the show had been picked up, what would you have liked to see in the third season? Alors merci, j'ai adoré la série Enlightened qui malheureusement n'a pas eu droit à une troisième saison, mais si elle avait eu droit à une troisième saison, qu'est-ce que vous auriez aimé voir dedans? So Enlightened is the only character I created along with the amazing writer and director Mike White, who if you didn't see Enlightened you might know because he made White Lotus, which many people are loving, rightfully. He's an amazing writer, and I think this character is so amazing, and ahead of her time, because certainly in America everyone can relate to her now, but I think the third season, and maybe we'll find our way to doing it somehow, someday, together with Mike, but would have been what happens when you give anyone too much power. Even the seemingly noble people who think they're right. Uh-oh. Would have been so fun. Yeah. Alors c'est le seul personnage, ce personnage de Enlightened que j'ai créé avec évidemment l'aide des créateurs de cette série, et notamment Mike White que vous connaissez peut-être pour la série de White Lotus qui est très appréciée à juste titre. Et donc ce personnage est étonnant parce qu'il est très en avance sur son temps, et cette troisième saison, j'espère qu'elle pourra peut-être se faire un jour, mais en tout cas elle aurait porté sur ce qui se passe quand on donne trop de pouvoir à une personne quelle qu'elle soit, même si c'est quelqu'un au départ de très bien et de très noble, et voilà ce que ça peut donner. Je pense que ça aurait été ça. Peut-être encore une ou deux. Sinon, on peut poser la même question pour la saison 4 de Twin Peaks. S'il vous plaît. Hi, Laura. Since we're celebrating you today, happy belated birthday. 10 days ago. So I would like to thank you because I'm only here today because I was once a young boy that was very obsessed about dinosaurs, and so that has led me here. And who grew up to be obsessed about like Big Little Lies and Renata Klein and Nora, so thank you very much for that. We've seen you play different roles in very different films and genres, and you were just speaking about music, and it kind of broke my heart a bit because I was cooking up this question here, but are we ever going to be able to see you in a musical? How do you feel about that? Alors tout d'abord donc joyeux anniversaire en retard puisqu'on est là pour vous fêter, donc voilà. Et je suis ici aujourd'hui parce que au départ voilà, j'étais un jeune garçon, petit garçon qui était obnubilé, passionné par les dinosaures, et ensuite voilà, j'ai été obnubilé, passionné par Big Little Lies et Renata Klein et plein d'autres personnages, et donc vous avez vu beaucoup de rôles différents dans des films différents, et la question à laquelle vous avez répondu tout à l'heure en parlant de la musique m'a un peu brisé le cœur parce que moi je voulais vous demander si un jour on aurait la chance de vous voir dans une comédie musicale. Okay. First, the slightly joking answer, but also true. I will do a musical if Hugh Jackman is there to take care of me the entire time. Yeah, this would be the only person I would feel safe enough to do it with. But, you know, I think, because I love music, and it's my muse, I think the directors I have loved the most hear music in their vision. So in a weird way, I feel like I've been in musicals. David Lynch makes something so musical. Jean-Marc made something so musical. And like
Florian Zeller and Greta Gerwig and Noah Baumbach, the language has its own musical rhythm. And so I've learned to be in musicals by these storytellers who hear it first. And that's been an incredible gift. Then, lastly, I would just say, I remember on Inland Empire, my children's father, Ben Harper, see, I told you I speak French. David put in Inland Empire, but interestingly, Ben never asked me to come on stage and sing a duet. So I think this is why probably I should not be in music. Alors une petite réponse, voilà, un peu sous forme de blague, mais en fait ce serait assez vrai. La seule, je n'accepterais de faire une comédie musicale que si Hugh Jackman était là pour me soutenir de bout en bout. C'est la seule personne avec qui je me sentirais suffisamment en sécurité pour jouer dans une comédie musicale. J'adore la musique moi-même, hein, ça m'inspire énormément. Et les réalisateurs que j'ai le plus aimés, en fait, ce sont des gens qui entendent le cinéma avant de le voir. Et il y a une musicalité en fait dans leur vision. Et donc je sens un petit peu que j'ai joué. C'est comme si j'avais déjà un peu joué dans des comédies musicales en accompagnant tous ces réalisateurs. Parce que dans leur langue, dans leur façon de faire du cinéma, il y a vraiment de la musique. Et je finirai simplement en disant que c'est peut-être pas un hasard si le père de mes enfants, Ben Harper, a été invité à jouer donc dans un film, Inland Empire, et que Ben, lui, ne m'ait jamais invité à monter sur scène avec lui. Peut-être une dernière question, là devant. Good evening. If you could play a character that Betty Davis played, which one would it be? Si vous pouviez jouer un des personnages que Bette Davis a joué, lequel ce serait? Now Voyager. Oh. I love this role. Now Voyager, un film d'Irving Rapper avec Betty Davis. Irving Rapper. Irving. Incredible. I love this Beautiful question. movie. It's a good, very good choice. Yeah. I wanted to, it's Cinémathèque française. I wanted to answer with something where I sound like I knew movies. Frédéric. Merci donc à Anaïs Duchet pour la traduction. Je ne suis pas comme ces jeunes gens qui parlent anglais comme père et mère, je suis plein d'admiration. Moi, je suis bien incapable de parler anglais en public, donc vous allez traduire. C'est vraiment un petit cadeau, mais nous avons pris l'habitude de mettre le nom de tous nos invités à qui nous rendons hommage sur un fauteuil de cette salle Henri Langlois. Donc nous sommes en train de terminer le deuxième rang. Vous voyez, nous sommes là pour l'éternité. Et donc, chère Laura Dern, un grand cinéaste coréen dont nous montrons tous les films en ce moment, qui s'appelle Hong Sang-soo. Je vous préviens, il n'est pas bavard. Mais méfiez-vous, parce qu'il fait des films avec Isabelle Huppert. Donc il peut en faire avec. Voilà. Merci infiniment.